Bienvenue dans votre magazine hebdo, c'est la santé, avec un sujet qui nous concerne tous cette semaine, la reconstruction des os. Notre squelette en comporte 218, fractures, usures. Quelles sont les techniques de traitement aujourd'hui? À la PHM, on pratique des greffes depuis la fin des années 70, le début des années 80. Aujourd'hui, la chirurgie orthopédique peut faire des miracles. C'est ce que nous allons voir avec nos deux spécialistes. Le professeur Dominique Poitou, chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologie à l'hôpital Nord, et le professeur Patrick Tropiano, chirurgien orthopédique également, et responsable au sein de l'unité chirurgie rachidienne dans le même service. Je vais y arriver. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur ce plateau. Avant de vous donner la parole, je vous propose tout de suite ce reportage où l'on vous voit, Patrick Tropiano, pratiquer une opération des vertèbres. On se retrouve juste après. La colonne vertébrale est la charpente du squelette. Elle protège également le système nerveux qui passe à travers elle. Entre chaque vertèbre, des disques vertébraux jouent le rôle d'amortisseur et assurent la stabilité des vertèbres entre elles. Lorsque les disques sont défectueux, des douleurs apparaissent. La chirurgie devient indispensable lorsque les thérapies médicales ne suffisent plus à calmer ces douleurs. La spécialité en chirurgie vertébrale s'occupe de traiter toutes les pathologies qui sont en rapport avec des affections de la colonne vertébrale, ce qui va de la première vertèbre cervicale jusqu'au bout du sacrum. Donc là, le patient que j'ai opéré aujourd'hui, ça faisait 3 ans que je le voyais en consultation, que je le suivais. Il y avait des périodes d'amélioration et d'aggravation. Et là, on était arrivé vraiment au bout du traitement médical, donc on a décidé de pratiquer l'intervention chirurgicale. Selon la pathologie et le morphotype du patient, le chirurgien choisit soit de souder deux vertèbres entre elles, soit d'installer une prothèse discale entre deux vertèbres à la place du disque touché. La prothèse est constituée d'un plateau et d'une bille dont le rayon donne l'amplitude de mobilité. Tout au long de l'intervention, la radiographie permet de parfaitement positionner l'implant dans l'espace qui lui est réservé. Toute erreur dans le positionnement va entraîner un mauvais fonctionnement de l'implant. Donc, qui dit mauvais fonctionnement, on va dire usure, douleur et probablement perte de stabilité de l'implant et nouvelle chirurgie pour un implant qui sera mal placé. Cette prothèse est contrôlée, moi je vois les patients en consultation à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et tous les ans. Donc il y a un suivi régulier de ces patients. Cette prothèse est à contrôler, oui, à ce rythme, avec des radiographies de contrôle, de face, de profil et en cliché dynamique pour voir effectivement si on a maintenu la mobilité de la prothèse. Les suites opératoires de cette chirurgie sont assez simples. Le patient est levé à peu près le lendemain ou le surlendemain de l'opération. Il peut marcher, déambuler comme il le désire. Il ne porte pas de corset. Il a le droit de s'asseoir tout de suite. Il n'y a pas de rééducation dans l'immédiat. La rééducation est débutée 1 mois après la chirurgie, de façon à laisser cicatriser l'ensemble des structures antérieures que nous avons touchées. Alors, ce qui est permis, ce sont tous les mouvements de flexion. Il faut être prudent dans les mouvements d'extension pour éviter qu'apparaissent des douleurs. Mais sinon, il n'y a pas de véritable restriction. La voiture peut être reprise au bout de 3 semaines en tant que conducteur. Dans certains cas, la prothèse n'est pas indiquée pour soigner le patient. Le chirurgien peut alors fusionner deux vertèbres entre elles en remplaçant le disque par un implant. Au lieu de conserver la mobilité du disque, on va bloquer ce disque. Donc on réalise effectivement l'ablation de tout le disque et quand on enlève le disque, on enlève l'agent douloureux. C'est ce qui fait mal le disque dans cette pathologie-là. Ensuite, on met en place une cage qui est fixée par des vis dans les corps vertébraux adjacents, ce qui la stabilise et qui va permettre la fusion, c'est-à-dire la croissance de l'os autour et dans la cage, ce qui va permettre de bloquer ce niveau et qui donc, comme il sera bloqué, il ne sera plus douloureux et ça permettra un soulagement du patient. Il faut compter 2 mois et demi à 3 mois pour que la fusion soit effectuée dans la cage. Les lombalgies sont de plus en plus courantes et lorsque les soins médicaux ne suffisent plus à calmer les douleurs, seule la chirurgie permet aux patients de ne plus souffrir. Professeur Tropiano, vous avez été le 2e en France à pratiquer cette opération qui est peu répandue aujourd'hui. Pourquoi ? Alors elle est peu répandue parce qu'elle se pratique par voie antérieure, c'est-à-dire qu'on passe par le ventre pour mettre la prothèse discale. Donc on enlève le disque et on met le disque donc à travers l'abdomen. On ne passe pas à travers les intestins, mais on contourne l'ensemble du sac péritonéal pour accéder au rachis. On est obligé, lorsqu'on fait cet abord chirurgical, de mobiliser les gros vaisseaux que sont l'aorte et la veine cave.
Donc c'est une chirurgie qui est à risque. Oui, Et c'est donc risqué, il faut c'est ce que connaître un j'ai petit peu l'anatomie de la région et avoir l'habitude des abords antérieurs du rachis. Ça peut se pratiquer pour des hernies, par exemple? Ça peut se pratiquer pour certains types de hernies qui sont des hernies compliquées, de lombalgie, puis c'est une chirurgie qui est réservée au traitement du mal au dos en général. Et la hernie est plutôt une pathologie qui va se manifester par des sciatiques, donc des douleurs dans les membres inférieurs et pas tellement dans le dos. Donc ce n'est que certains types de hernies discales compliquées, de lombalgie qui peuvent bénéficier de ce type de traitement. C'est délicat aussi dès qu'on s'approche de la colonne vertébrale, non? C'est risqué? Il y a toujours effectivement un risque de lésion neurologique, mais bon, c'est un risque que l'on connaît et que l'on contrôle. Mais le risque est un risque radiculaire, comme nous on l'appelle, c'est-à-dire que les seules lésions qu'il peut y avoir, ce sont des douleurs au niveau des membres inférieurs sur une racine. Il n'y a pas de risque de paralysie à proprement parler, puisque la moelle épinière s'arrête au niveau de la première vertèbre lombaire. Donc on n'a pas de risque de paralysie à proprement parler des deux membres inférieurs. Quand est-ce que vous décidez d'opérer? On décide d'opérer généralement après avoir vu les patients en consultation pendant au moins 6 mois à 12 mois. C'est-à-dire, ils viennent vous voir parce qu'ils ont des C'est-à-dire douleurs, qu'ils en viennent fait? nous voir pour des douleurs, mais ils ont déjà souffert pendant plusieurs années. Et pour poser l'indication opératoire de ce type de chirurgie, il faut que le patient ait eu au moins pendant 6 mois un traitement médical bien conduit, c'est-à-dire des médicaments associés ou non à de la rééducation, éventuellement des infiltrations, tous les types de méthodes. Et pourquoi est-ce qu'on n'opère pas tout de suite pour éviter tous ces Parce traitements? qu'on essaie simplement de soulager les gens par d'autres moyens moins invasifs et moins agressifs que la chirurgie. La chirurgie est quand même quelque chose d'extrême, puisqu'on est obligé d'aborder les patients dans leur corps pour essayer de les soulager. Donc si on a des moyens qui permettent de le faire sans ça, c'est mieux. Ce sont des opérations que vous pratiquez souvent, quand même? Oui, souvent, oui, très souvent. C'est-à-dire à peu près tous En les... moyenne, j'arrive à faire 2 à 3 prothèses discales par semaine. Ça fait relativement beaucoup, oui. Vous avez beaucoup de patients qui viennent vous voir. C'est-à-dire qu'effectivement, ayant été l'un des premiers à le réaliser, j'ai donc acquis une espèce de notoriété au-delà de la frontière marseillaise, ce qui fait que j'ai beaucoup de patients qui viennent... Qui ne viennent pas seulement de la Ouais. région. Est-ce que tout le monde peut se faire opérer, et puis à n'importe quel âge? Alors, tout le monde peut se faire opérer de la colonne vertébrale à tout âge, mais bon, après, il y a des types de chirurgie qui vont être réservés à des sujets plus ou moins jeunes. La pathologie discale avec remplacement du disque par une prothèse, c'est une chirurgie que l'on réserve à des sujets entre 25 et 55 ans. C'est plutôt une chirurgie du jeune. Pour quelle raison? Parce que jusqu'à 55 ans, on va avoir une dégénérescence discale de l'ensemble de la colonne vertébrale qui va être moindre. Dès qu'apparaît de l'arthrose au niveau des articulations postérieures de la colonne vertébrale, il est moins intéressant de faire bouger la colonne vertébrale puisqu'elle va être douloureuse si on la fait bouger. Et vous pouvez pratiquer des opérations aussi pour les personnes souffrant d'ostéoporose qui auraient Bien une sûr, on fracture? pratique également j'ai été également le premier en France à utiliser la kyphoplastie, qui est une technique qui permet de renforcer le corps vertébral à l'aide de ciment dans le traitement des fractures ostéoporotiques. On dit que le mal au dos est le mal du siècle. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous? Il y a beaucoup de personnes qui souffrent du dos. En général, c'est pour quelles raisons? Alors, les raisons du mal au dos sont multiples. Parce que vous avez des gens qui souffrent du mal au dos, mais qui ont besoin de se faire opérer. Donc, c'est pas que psychologique. Ah non, je crois qu'il y a beaucoup. Je crois que la douleur n'est que psychologique lorsque la souffrance a duré de nombreuses années. Lorsque les patients souffrent depuis 5, 6 ans, 7 ans, là, cette douleur, effectivement, est ancrée dans leur subconscient, dans leur inconscient. Il est difficile ensuite de pouvoir s'en libérer. Donc, c'est la raison pour laquelle, il y a un moment donné, il faut choisir une autre méthode que la méthode attentiste. Est-ce qu'on peut tout faire avec les os? Ça dépend de ce qu'on appelle tout faire avec les os. On Par peut exemple, remplacer... les faire grandir. On l'a vu, ce sont des opérations qui se pratiquent. Oui, c'est pas obligatoirement la bonne solution en définitive. Il y a beaucoup de complications dans ce type de chirurgie. Ça se pratique dans vos services? Vous pratiquez ce type d'opération éventuellement? Non, vous l'avez jamais fait non plus? Moi, je l'ai fait. Ça, c'est une chirurgie qui peut se faire éventuellement chez les enfants dans le cadre de disharmonie, d'asymétrie des membres, pour essayer de rétablir la longueur des membres inférieurs. Mais c'est vrai qu'on le pratique assez peu. C'est surtout une chirurgie qui est très risquée par rapport aux bénéfices que l'on peut en obtenir en dehors d'une pathologie, je vous dis véritablement, d'inégalité des membres inférieurs. Si c'est pour une raison esthétique, je crois que c'est une mauvaise raison. Comment est-ce qu'on fait pour faire grandir les os? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes dites extemporanées qui consistent à couper l'os et rajouter une greffe
tout de suite en l'agrandissant, mais on ne peut pas l'agrandir de plus de 2 cm, sinon on a un risque de paralysie. Ou sinon, on utilise des fixateurs externes. Donc, vous imaginez, donc il faut garder un fixateur externe pendant plusieurs mois et on va tourner une vis pendant oui, ça doit être douloureux. 1 à 2 fois par semaine pour essayer de faire grandir l'os. Vous voyez, donc on fait grandir l'os en tirant en fait sur des broches qui sont fixées de part et d'autre de l'endroit qu'on a coupé. Et donc on pratique des greffes donc pour faire grandir les os, mais on pratique aussi des greffes pour soigner des personnes qui n'ont pas que des problèmes esthétiques. C'est ce que vous faites, Dominique Poitou, depuis 1978 à la BHM. Avant de regarder ce reportage, je vous préviens, certaines images peuvent choquer. C'est la raison pour laquelle certains plans sont en noir et blanc. On se retrouve juste après. Dans le service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital Nord de Marseille, une grande partie de l'activité est dévolue aux greffes, aux reconstructions et à la cancérologie. Pratiquement toutes les greffes osseuses massives sont faites ici et les reconstructions majeures aussi, soit dans le cadre des tumeurs, soit dans le cadre des reprises chirurgicales chez des patients qui ont été opérés de multiples fois d'une hanche, d'un genou. Dans le cas de patients souffrant d'une tumeur cancéreuse localisée dans le haut de la cuisse, la greffe d'une partie de la hanche ainsi que du fémur s'impose. On enlève la tumeur, la demi-hanche et le fémur et on remplace les os touchés par des greffons. Les greffons sont conservés dans la banque de tissus de Marseille, dans l'azote liquide, à moins 196 degrés. On va sortir le greffon de l'azote liquide et on le met directement dans de l'eau à 40 degrés, à 41 degrés en bain-marie. Et lorsqu'on le décongèle, c'est ça qui est absolument fabuleux, les cellules se remettent à vivre. Les greffons sont comme des os neufs, à la différence qu'ils sont plus cassants. Il faut donc les manipuler avec beaucoup de précaution, car il s'agit alors de les retailler aux dimensions du corps du patient et d'ajouter dans le greffon du fémur une prothèse pour recréer l'articulation. Il faut que le montage que l'on fait soit stable immédiatement en salle d'opération. C'est-à-dire qu'à la limite, il pourrait descendre la table d'opération et marcher dessus. C'est-à-dire qu'en pratique, il marche au 2e, 3e jour après l'intervention. Et on commence tout de suite à faire des mouvements, à la faire bouger, appuyer. C'est vrai que lorsque l'on voit ces patients quelques jours plus tard déambuler dans le couloir, marcher en appui complet sur le membre, c'est vrai que ça fait plaisir. En fait, c'est vrai qu'avec le kiné, rapidement, c'est vrai que j'ai pu me lever. Donc, j'avais le kiné qui venait 2 fois par jour, donc avec une prise en charge de mobilisation voilà, de la jambe, essayer de me lever. Donc c'est vrai que rapidement, j'ai pu prendre appui, puisque je ne restais pas longtemps debout, mais j'arrivais quand même à faire le tour de mon lit. Et donc du coup, c'est vrai qu'après, bon, ben, une fois que j'ai plus besoin de tous les soins, voilà, on est parti sur le centre de rééducation. Et là, c'est vrai que du coup, c'est bien parce qu'on est vraiment là plus dans la rééducation. Donc là, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup dans un premier temps sur mon autonomie parce que j'étais vraiment en recherche d'autonomie. C'est vrai que tous les jours, il y a des progrès, quoi. Si la population mieux sensibilisée aux dons d'organes commence à les accepter plus facilement, les dons de tissus demeurent toujours plus délicats. Les tissus, c'est les os, c'est le cartilage, c'est la peau, c'est la cornée. Et à ce moment-là, ça vient en deuxième position, si vous voulez. Les gens considèrent que ce n'est pas quelque chose de très important. Pourtant, quand on voit marcher quelqu'un qui aurait pu être amputé ou reconstruire une articulation parce que la personne a eu un accident, les gens trouvent aussi que c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir bénéficié de dons de tissus. Il faut retenir que le don de tissu, comme le don d'organes, peut sauver des vies. Parlez-en à vos proches. Pour ou contre, faites-leur connaître votre position, écrivez votre consentement ou votre refus pour que les démarches éventuelles se passent le plus simplement possible. Oui, alors on insiste, c'est important de signaler par écrit, évidemment à l'avance, si on souhaite devenir un donneur. Combien de personnes sont en attente de greffe dans vos patients ? Si vous voulez, ce n'est pas le problème de savoir le nombre de personnes qui sont en attente, parce qu'en définitive, on a des greffons qui sont à la banque de tissus. Mais le problème, c'est que pour faire une greffe, en particulier une greffe articulaire, on a besoin d'une taille particulière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on greffe ce qui correspond à ce qui a été enlevé. Parce que vous pouvez greffer une seule partie d'un os, par exemple, ou complètement un os en entier ? Tout à fait. On peut greffer une partie d'un os, on peut greffer une partie de l'articulation, on peut greffer un fémur entier, un genou entier avec les ligaments ou un hémibassin.
mais il faut avoir celui qui correspond exactement à la taille de ce qui a été enlevé, soit parce qu'il y avait une tumeur, soit parce qu'il y avait un accident, soit parce que c'est une reprise chirurgicale de prothèse en particulier. Vous êtes un peu les maçons du corps humain, en quelque sorte. Les artisans. Peut-être. Les artisans, les menuisiers, oui. Où sont gardés les tissus à Marseille? Ils sont gardés à l'Institut français des greffes, qui est boulevard Baille, au niveau de l'ancien CTS. Alors je voudrais bien qu'on revienne sur la greffe d'organes. La greffe d'os, c'est quoi la différence, la greffe de tissu et la greffe d'organes? C'est très différent. Parce que, si vous voulez, quand vous greffez un organe, vous avez effectivement une liste de patients qui sont en attente et vous faites une analyse de l'organe qui vient d'être prélevé et vous recherchez le patient qui va être le plus adapté à recevoir cet organe. Lorsque vous avez une greffe de tissu, vous avez les tissus qui sont conservés dans l'azote liquide pendant 5, 10, 15 ans plus. Comme c'est à moins 196 degrés, ça peut être conservé indéfiniment. Et donc là, vous allez chercher le tissu qui correspond au greffon dont vous avez besoin. Donc c'est quelque chose de totalement différent. Et l'organe a besoin d'être vascularisé. Le tissu, c'est un tissu mort qui va être réhabilité et réhabilité par les cellules de celui qui recevra. Et au niveau des effets secondaires, c'est pas tout à fait pareil? Le problème, c'est qu'on a un certain nombre de problèmes de rejet avec des organes, en partie parce qu'ils sont revascularisés. Et on n'a pratiquement pas de rejet, ou très peu de rejet, en particulier avec les os qui sont conservés. Et donc on ne fait même plus maintenant les recherches immunologiques concernant les os. Ce qui nous intéresse, c'est la taille, la forme, la possibilité de reconstruction. Donc une greffe d'os, ça marche à chaque fois, quoi? Ça ne marche pas vraiment à chaque fois, mais il y a très peu de rejet, de l'ordre de 5 à 8% de rejet simplement. Est-ce qu'on peut greffer tous les os? On peut greffer théoriquement tous les os. Mais en fait, même les os du crâne, par exemple? Oui, on peut mettre des voûtes crâniennes dans certains types d'interventions. Mais en fait, ce que l'on va surtout utiliser comme greffe, c'est des fémurs, des bassins. Alors, le fémur, c'est à Marseille que vous avez pratiqué la première greffe? Il y a un certain nombre d'années, on a fait la première mondiale d'une greffe de fémur chez un patient qui avait un cancer. Première mondiale, qui avait un chondrosarcome du fémur et on avait enlevé la totalité du fémur. Combien de temps ça dure, ce genre d'opération? Ça doit être long? Au début, lorsqu'on n'a pas trop d'expérience, ça dure plusieurs heures. Une greffe de bassin peut durer 10 heures, 12 heures. Comment est-ce que vous faites quand ce sont des opérations qui durent autant d'heures? Vous ne prenez pas de pause? Il faut être très minutieux? Ça doit être très compliqué? On n'a pas d'autre solution. Non. On n'a pas d'autre solution que de la faire du début à la fin pour savoir exactement ce qui a été fait, pour faire chaque geste l'un après l'autre. Mais vous savez, en définitive, on ne se rend pas bien compte de la durée. C'est à la fin de l'intervention, une fois qu'on commence à refermer, qu'on regarde la montre. Avant, on peut passer 2 heures ou 3 heures sur 1 cm², simplement parce qu'il y a une difficulté avec la tumeur ou sa vascularisation, et on ne se rend pas bien compte de la durée de l'intervention. Pour les tumeurs, vous pratiquez une seule opération, par exemple, pendant la même opération, vous retirez la tumeur et ensuite vous greffez. Tout à fait. Tout à fait. L'important dans une tumeur, c'est d'enlever la tumeur en totalité. C'est ça qui est le plus important. Donc on passe le temps qu'il faut pour l'enlever en totalité sans qu'on voit la moindre cellule, sans qu'on ouvre la tumeur, et vraiment l'enlever sans qu'il reste rien. Après, on reconstruit. Et après, on reconstruit en fonction de la perte de substance que l'on a été obligé de réaliser. Est-ce que tout le monde peut bénéficier d'une greffe d'os? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne pourraient pas? Pour quelle raison? À tout âge? Non, on peut les faire à tout âge. Alors bien sûr, lorsque l'os est fragile, lorsque la personne est très âgée, c'est peut-être moins indiqué. Mais en fait, ça peut se faire même dans certaines métastases, chez certaines personnes âgées. Ça permet... Donc c'est en général pour des personnes qui sont atteintes de cancer, alors? Non, vous avez 3 indications particulières qui sont soit les tumeurs, soit la traumatologie, et de plus en plus, quand vous laissez un bout d'os sur le côté de l'autoroute parce que vous avez eu un accident de moto, ce qui est très fréquent dans le sud, eh bien on va reconstruire la partie du fémur ou du tibia qu'on a laissé sur le côté après quelques jours. Justement, je pensais à ces accidents. Quand est-ce qu'on peut faire une greffe et quand est-ce qu'on ne peut pas et que du coup on met une prothèse?
On essaye de faire une greffe quand c'est possible, quand on est sûr qu'il n'y aura plus de phénomène infectieux, de risque infectieux, parce que c'est sûr que lorsque c'est ouvert, que vous avez de la terre, de l'herbe dans la plaie, il faut qu'il y ait un risque infectieux relativement important. Si l'on peut faire une greffe, on va la faire. Si on ne peut pas, à ce moment-là, on mettra souvent une prothèse lorsque vraiment c'est trop détruit et que on pense que l'os s'intégrera pas bien. Quelle est l'opération la plus compliquée que vous ayez eu à pratiquer? Les choses les plus lourdes sont souvent des chirurgies, par exemple du bassin, où on est amené à enlever un hémibassin. Vous avez quand même beaucoup de vaisseaux, de nerfs, de muscles et tout ça. Ces interventions lourdes et un peu longues. Et vous, professeur? Dans ma spécialité, dans la pathologie rachidienne, les interventions les plus compliquées consistent soit aux vertébrectomies, c'est-à-dire qu'on va enlever la vertèbre en totalité. Donc ça oblige parfois à faire 2 temps, un temps postérieur, un temps antérieur, mais on peut également le faire que par un seul temps, un temps postérieur. Et ce sont des opérations qui durent longtemps également? Ça peut durer 6 à 8 heures, oui, quand même. C'est assez long. Est-ce que on ne se rend pas bien compte, nous, que le temps passe. On n'est pas fatigué, comme disait M. Poitou. Et les personnes qui vous assistent non plus ne se rendent pas compte? Eux sont parfois plus fatigués que nous. Oui. Et parfois se remplacent. Est-ce que les os peuvent se reconstruire seuls? Parce que là, on a parlé des greffes, on a parlé éventuellement des prothèses. Est-ce que ça peut arriver qu'un os... L'os se reconstruit seul lorsqu'il consolide. Lorsque vous avez une fracture normale avec un bon contact entre les 2 fragments, vous avez un os qui consolide tout à fait normalement. On va utiliser des greffes lorsqu'on a une perte de substance importante. C'est-à-dire qu'on estime qu'avec cette perte de substance, on ne va pas pouvoir arriver à une reconstruction satisfaisante de l'os. Et donc, pour éviter de perdre du temps, d'attendre des années parfois, avec des petits bouts de tissu spongieux ou d'autres matériaux, eh bien, on préfère à ce moment-là remplacer la partie qui est détruite ou qui est abîmée par un greffon qui va permettre une intégration et surtout un appui immédiat. C'est-à-dire que l'os que l'on greffe, il est résistant. On peut marcher dessus le lendemain de l'intervention. À la limite, il faudrait peut-être faire plus attention c'est ce qu'on voit dans le reportage. Mais vraiment, c'est quelque chose de solide. L'os qu'on a prélevé chez quelqu'un qui a eu un accident de circulation, c'est en général le cas, c'est en général quelqu'un de jeune, eh bien c'est un os résistant, solide, parfois même plus résistant que l'os sur lequel on le greffe. Ce sont tout de même des opérations risquées, les opérations des os, par rapport à d'autres chirurgies. Est-ce que c'est plus risqué que les autres? Pas obligatoirement plus risqué, c'est difficile de dire quelle intervention est plus risquée. Je pensais aux infections nosocomiales. Une intervention sur le cœur, digestive ou osseuse. Les infections nosocomiales, oui, on a un risque d'infection nosocomiale car l'os est mal vascularisé, se défend mal contre l'infection. Si vous avez un germe qui pénètre dans l'os, on a un mal fou ensuite à le détruire et bien souvent ça nécessite l'ablation de l'os, voire de la prothèse. Et donc c'est quelque chose qui est très lourd. Donc il n'y a pas plus de risque, mais quand il y en a un, il est plus grave aussi. Merci. On va passer tout de suite au vrai ou faux, si vous le voulez bien. Alors, professeur, vos patients pensent le plus souvent que les opérations de pathologie lombaire risquent de provoquer une paralysie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, pour ma part, je pense que c'est tout à fait faux, puisque pour parler de paralysie des membres inférieurs, il faut toucher la moelle épinière. Et il n'y a pas, anatomiquement parlant, de moelle épinière au niveau du rachis lombaire, puisqu'elle s'arrête au niveau de la première vertèbre lombaire. Mais ce sont des zones qui sont très proches de la moelle épinière. C'est peut-être pour ça qu'on pense qu'il y a peut-être un risque. Il y a un petit peu la symbolique et le mythe, si vous voulez, de la pathologie lombaire et du dos, qui fait qu'on a toujours peur d'être paralysé si on est opéré du dos. Mais le risque en soi n'est pas un risque de paralysie. Il y a des risques éventuellement de radiculalgie, c'est-à-dire de douleur radiculaire, éventuellement de paralysie d'un nerf, mais c'est simplement un groupe musculaire qui va être atteint et pas l'ensemble des membres inférieurs. Donc il n'y a pas de risque, si vous voulez, de se retrouver dans un fauteuil roulant après une chirurgie de la colonne lombaire. Il faut attendre longtemps après une greffe d'os pour pouvoir marcher, on l'a vu dans le reportage. Non, parce qu'en définitive, l'os greffé est un os résistant. Donc, on va au contraire le faire marcher le patient très rapidement. Et c'est mieux même pour lui de marcher vite. Et c'est mieux parce que ça va favoriser l'intégration du greffon qui a été mis en place. Et il faut prendre des médicaments anti-rejet après avoir subi une greffe osseuse. Eh bien non.
Et même, on pense maintenant de plus en plus que le fait d'injecter de la moelle, par exemple, lorsqu'on effectue une greffe d'autre chose, de visage par exemple, eh bien, fait une espèce de chimère qui diminue les phénomènes immunologiques. Et donc, on ne donne aucun traitement anti-rejet à la suite de la mise en place d'un greffon, ce qui est quand même un élément très intéressant pour ce qui concerne l'état général du patient. Enfin, les opérations des os sont très douloureuses. Pas particulièrement plus que d'autres interventions, d'autant que lorsque vous greffez par exemple un os, vous greffez un os qui n'est plus innervé, et donc en définitive, l'os greffé n'est pas douloureux par lui-même, il n'est pas sensible même. Et donc l'intervention est douloureuse par l'importance de la cicatrice. Le fait qu'on ouvre aussi, qu'on touche aux muscles, l'importance de la cicatrice, le fait qu'on restitue par-dessus. Mais vous apercevez souvent que les patients ne s'en plaignent pas. Et puis maintenant, dans nos services, nous avons quand même des équipes qui s'occupent de la douleur, qui sont présentes depuis l'intervention, même la veille de l'intervention, jusque dans les suites opératoires, les quelques jours post-opératoires. Et ça permet comme ça d'éviter d'avoir des phénomènes infectieux douloureux qui persistent. Et donc, non, les patients s'en plaignent en définitive relativement peu. Merci professeur Poitou, merci professeur Tropiano. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le web lcm.fr, rubrique magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la santé. À bientôt.